La guerre en Ukraine a bouleversé l'Europe. La question est maintenant de savoir comment préparer l'avenir de l'Europe et lui assurer un rôle géopolitique majeur. Nous allons discuter des solutions avec 3 dirigeantes à Bruxelles. Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, Maria Buric, secrétaire générale du Conseil de l'Europe, et Svetlana Tiranovskaya, leader du mouvement démocratique bélarusse. Elles sont toutes les invitées de The Global Conversation. Comment la guerre en Ukraine a-t-elle changé l'Europe ? Depuis le premier jour de l'invasion, je pense que l'Europe a plus ou moins changé d'heure en heure. Il y a des discussions intenses entre les États membres, entre les partis, mais nous arrivons à des solutions beaucoup plus rapidement. Et tout le monde a la volonté de se rallier à une solution commune. C'est comme si nous étions en train de changer l'ADN européen. Nous avons condamné l'agression immédiatement dans la matinée du 24 février. Et 3 semaines plus tard, nous avons expulsé la Russie du Conseil de l'Europe. Pour l'organisation, cela a complètement changé le paysage et la façon dont nous travaillons. Nous plaçons l'Ukraine et le soutien à Kiev au centre de nos activités. Mais cette guerre d'agression a également montré et exacerbé certains autres problèmes que nous avions en Europe. La guerre et la pandémie ont en effet aggravé le recul de la démocratie sur le continent. L'Europe peut montrer les crocs. Désormais, je vois une cohérence dans la politique européenne. Je vois du courage et de l'esprit de détermination. Et j'espère vraiment que l'Europe restera comme ça, parce que je pense que nous aurons ensemble beaucoup de défis à relever. Et la position de principe de l'Europe est très importante. Pensez-vous qu'il y aura une deuxième guerre froide ou l'Occident pourra-t-il rétablir des relations avec la Russie ? Je ne pense pas que les experts puissent savoir à quoi ressemblera la région plus tard, ou quelles seront les relations avec la Russie, avec le régime de Poutine. Les Bélarusses ne doivent pas avoir affaire à lui. Donc, ce dont je suis sûre, c'est que la guerre ne sera pas terminée tant que le Bélarus ne sera pas libre. Et n'oublions pas ceci, tant que Loukachenko sera au pouvoir avec l'aide de Poutine et qu'il violera le droit du peuple bélarusse, il n'y aura ni sécurité ni stabilité dans la région. Cela fait déjà 1 an, nous ne savons pas combien de temps va durer la guerre. Mais comment l'Europe doit-elle se préparer pour l'après-guerre, notamment pour conserver un rôle prépondérant au sein de la communauté internationale ? Je pense que l'Europe est un champion du multilatéralisme. Elle a été l'une des premières régions, après les 2 horribles guerres, à commencer à réfléchir à de nouvelles organisations multilatérales qui contribueraient à maintenir la paix et à assurer la prospérité et le progrès économique pour tous les États membres. Donc, encore une fois, plus de 75 ans après le congrès de La Haye, nous devons certainement repenser ce que nous faisons bien et ce qui doit être changé. Mais c'est probablement la manière dont nous travaillons, les priorités qui doivent être repensées. Pensez-vous que l'Europe a besoin d'un outil ou d'un mécanisme financier permanent pour gérer ces crises qui se succèdent ? Si vous voulez répondre aux attentes de vos électeurs, aux citoyens des États membres, vous devez travailler pour des solutions européennes. Et je pense que nous devenons de plus en plus performants dans la recherche de solutions pour les financements européens. Je crois qu'aujourd'hui, lorsque nous voulons permettre aux États membres d'accorder davantage d'aide aux entreprises, nous devons également repenser la manière dont nous pouvons disposer d'un instrument européen pour permettre aux entreprises d'investir et de se développer en Europe. Nous ne devons pas toujours procéder de la même manière. Nous pouvons être beaucoup plus rapides dans ce que nous faisons et beaucoup plus directs, y compris pour avoir un instrument de financement européen. Nous avons été témoins d'une aide importante aux réfugiés ukrainiens. Les États membres ouvrent leurs portes à ces personnes, mais nous constatons que l'Europe a tendance à se transformer en forteresse pour les personnes venant d'autres régions du monde. Quelle est la solution à ce problème ?
Du côté du Conseil de l'Europe, nous avons immédiatement ressenti le besoin de fournir des recommandations et des conseils afin que toutes ces personnes qui fuient ne tombent pas dans les pièges de la traite des êtres humains. Dans une situation de vulnérabilité comme celle-ci, il est très facile d'être la cible des trafiquants. Comment aider ceux qui peuvent être confrontés à la violence sexuelle ou à d'autres types de violences, principalement les enfants et les femmes? C'est donc une chance que même pendant cette horrible guerre, les institutions continuent à travailler. Le Parlement ukrainien a ratifié la Convention d'Istanbul, qui est la référence en matière de protection des femmes contre la violence. Les citoyens européens sont-ils plus solidaires entre eux? Le lien entre l'Est et l'Ouest est-il plus fort? Vous savez, le malheur et la souffrance unissent généralement les gens. Et je vois que les habitants des pays démocratiques, qui considèrent la démocratie comme acquise, ont ressenti la douleur des Bélarusses et des Ukrainiens. Ils se sont certainement unis en solidarité avec nos pays. Et nous voyons comment, depuis 2020, les gens ont aidé nos prisonniers politiques, ont aidé les réfugiés qui ont dû fuir le Bélarus à cause de la répression. Et maintenant, on voit des gens qui ouvrent leurs maisons aux réfugiés ukrainiens. Ils collectent des fonds pour leur fournir des armes. Qui aurait pu imaginer que les Européens collecteraient des fonds pour acheter des véhicules de guerre et des équipements militaires? Ils le font parce qu'ils comprennent qu'ils sont défendus par nos nations. Et il y a une obligation morale pour chaque personne de contribuer à notre victoire commune. Vous attendez-vous à une aggravation du nationalisme et du protectionnisme en Europe et dans le monde, notamment en Chine et aux États-Unis? Je pense que nous serons beaucoup plus attentifs à tout ce qui représente un risque pour nous. Je crois donc que nous serons beaucoup plus rapides, beaucoup plus précis pour dire « ceci est à proscrire » ou si ce commerce est bénéfique à la fois pour nous et pour nos partenaires commerciaux. Nous devons franchir cette étape. Sinon, la confiance dans les échanges commerciaux sera ébranlée et nous aurons peur qu'il y ait de futurs goulots d'étranglement. Nous avons donc besoin d'un tout autre degré de précision pour savoir où se situe notre sécurité économique afin de pouvoir agir en conséquence.